Donc, il faut savoir que le stress post-traumatique, c'est une pathologie très fréquente, notamment chez les migrants, qui ont été exposés à de nombreux traumatismes à la fois dans leur pays d'origine, pendant la traversée et depuis leur arrivée en France. Et il existe une thérapie efficace de ces stress post-traumatiques qui s'appelle l'EMDR. En anglais, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ça veut dire retraitement et désensibilisation par les mouvements des yeux. C'est-à-dire que les souvenirs traumatiques sont enregistrés dans la mémoire d'une façon différente des souvenirs ordinaires. Et c'est pour ça qu'ils donnent lieu à beaucoup de symptômes qui perturbent l'intégration. Et en particulier des symptômes de cauchemars, de flashbacks, d'images traumatiques qui reviennent, qui conduisent à éviter toutes les situations qui peuvent réactiver ces émotions débordantes. Au maximum, les personnes ont du mal même à sortir de chez elles, sont dans un état un petit peu de qui-vive permanent. Parfois, il y a des symptômes qui sont plus du côté de l'irritabilité. Et il y a aussi des symptômes qui vont plutôt du côté de l'émoussement des émotions, de s'isoler, de déprimer, d'être pris dans la honte et d'avoir une fatigue générale, une baisse d'énergie pour investir toutes les démarches nécessaires pour s'intégrer. Donc très vite, donc c'est une méthode qui n'est pas du tout alternative, c'est une méthode reconnue par la Haute Autorité de Santé, par l'OMS, enfin c'est vraiment la méthode de référence, mais qui n'est pas forcément suffisamment diffusée et connue parmi toute la population des psychiatres et des thérapeutes, mais qui se diffuse de plus en plus. Et les praticiens EMDR se sont très vite rendus compte que les personnes qui en avaient le plus besoin, qui avaient le plus de traumatisme, étaient souvent aussi les personnes qui avaient le moins de moyens financiers pour accéder à des thérapies. Donc tout l'enjeu est de permettre une accessibilité. Et on a reçu finalement cette capacité depuis les pays du Sud. C'est-à-dire que dans des situations de catastrophes naturelles où il y avait très peu de thérapeutes pour faire face à énormément de besoins, il y a des thérapeutes en Amérique du Sud qui ont eu cette intuition assez géniale de dire on va essayer de faire le MDR en groupe. Après, il y a eu des travaux de recherche qui ont validé l'efficacité de cette façon de faire, y compris dans des contextes très difficiles, en particulier pour des femmes victimes de viols de guerre au Congo, pour des enfants palestiniens au cours de l'intifada dans une situation de guerre civile persistante, pour des réfugiés, ça a été validé en particulier en Allemagne et en Turquie. Donc, de nombreux praticiens EMDR en France se mobilisent pour faire ce type de protocole de groupe, soit pour des enfants et adolescents pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, où il y a pas mal de mineurs non accompagnés aussi, soit pour des réfugiés, et idéalement, c'est pour tout public en difficulté sociale. Alors, on a commencé l'année dernière à Passerelle Buissonnière. C'est une association de la Croix-Rouge qui prend en charge des femmes en réinsertion. Et donc, ça peut être soit des femmes qui ont eu une rupture de vie, qui ont eu un cancer et qui se remobilisent pour se réinsérer, soit maintenant il y a une forte proportion de migrantes. Et donc on est très heureux de cette expérience. En particulier, un des résultats qui nous a été rapporté assez vite, c'est la capacité devant l'OFPRA de faire un récit cohérent de son histoire.
quand on est en plein dans le stress post-traumatique, on a trop ou trop peu d'émotions. Donc il y a à la fois des choses qu'on va exprimer de façon un peu désorganisée et des choses parfois très graves dont on sera incapable de parler. Et pour qu'un récit soit cohérent et crédible au niveau du juge, c'est très important que la personne puisse rester dans ce qu'on appelle sa fenêtre de tolérance émotionnelle pour parler d'une façon convaincante, quoi. D'autres résultats qu'on a très vite vus aussi, c'est que les personnes peuvent mieux dormir, peuvent du coup être plus présentes à ce qu'elles ont à vivre dans le quotidien. On a donc commencé un deuxième groupe avec la CLAM, donc, dont André Vouglandin est le président, avec un groupe au début d'une vingtaine. C'était un petit peu plus délicat parce que c'était des personnes qui venaient de différentes associations, qui ne se connaissaient pas au départ. Et donc, on a un petit peu plus tâtonné au début. Petit à petit, le groupe s'est stabilisé à une douzaine. On va faire l'évaluation prochainement parce qu'on essaye d'avoir un questionnaire quantitatif de stress post-traumatique au début et à la fin des séquences de thérapie. C'est des séquences de 4 à 5 sessions de 2 heures. Et on commence en janvier avec le Secours catholique rue Crillon pour des mineurs non accompagnés, avec aussi quelque chose de prometteur qui est une collaboration qui se dessine avec Forum Réfugiés, dont la psychologue qui travaille au centre qui accueille les mineurs non accompagnés est venue avec sa stagiaire voir une séance à la CLAM, et elles vont probablement venir avec des mineurs accueillis par Forum dans ce qu'on mettra en place avec le Secours catholique rue Crillon. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là, et puis si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Je me permets de signaler que j'ai écrit un livre avec un guide pratique d'autothérapie qui parle de ces protocoles de groupe et surtout qui donne des outils d'auto-soin, parce que pour être capable de retraverser, de se réexposer à des souvenirs traumatiques, il faut d'abord mettre les personnes dans un état de sécurité émotionnelle suffisant. Donc on commence par travailler sur renforcer des expériences agréables, renforcer des ressources positives avant d'exposer les personnes aux souvenirs traumatiques. Et une autre chose importante à dire, c'est que l'intérêt de ces protocoles, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler. On peut partager les choses positives, mais quand il s'agit de se réexposer aux souvenirs traumatiques, on utilise le dessin, ce qui fait que chaque personne, en particulier quand il y a des traumatismes avec beaucoup de honte associée, chaque personne dessine l'image du traumatisme. Après, elle fait des stimulations bilatérales alternées en faisant comme ça. Et petit à petit, il y a un processus de redigestion du souvenir traumatique qui se remet à sa place dans la mémoire ordinaire, c'est-à-dire que ça reste toujours bien sûr un mauvais souvenir, mais la personne est plus définie en quelque sorte dans sa manière de vivre par des émotions débordantes, par une image négative d'elle-même, par des choses qui viennent la bloquer pour investir le présent. Voilà. Je voudrais commencer par remercier tous les membres responsables des associations locales que j'ai rencontrées avec grand plaisir aujourd'hui, parce que je crois que c'est eux qui font la réalité quotidienne et l'efficacité de la CLAM dans l'accueil des personnes en situation d'exil, pour dire un peu mieux que migrants. La CLAM, l'Association catholique pour l'accueil et l'accompagnement des migrants, c'est effectivement une association ressources qui a été fondée il y a 3 ans pour le
service des associations locales. Elles sont maintenant près de 70 qui accueillent, elles, des migrants. Alors comment ça fonctionne? Sur une paroisse, sur un territoire donné, des bénévoles se réunissent, se constituent en association et recueillent des fonds, louent un appartement avec des procédures d'intermédiation locative, etc. Mais on peut revenir là-dessus si vous souhaitez plus de détails. Louent un appartement et logent des familles de migrants. L'essentiel de ceux que nous recevons actuellement, c'est effectivement des familles. 130 familles, 500 personnes, en gros, avec une moyenne d'âge qui est pas plus de 22 ou 25 ans, quelque chose comme ça, donc des très jeunes, des jeunes foyers et des jeunes enfants. Si on continue pour les chiffres, ça représente 2500 donateurs, je crois, quelque chose comme ça. C'est pour dire que c'est aussi une racine d'espérance pour la suite. Comment ça fonctionne? Donc d'abord un toit, TOIT, un hébergement, c'est l'essentiel. Je vous viens de décrire le processus. Deuxième axe, l'accompagnement. L'accompagnement, vous connaissez, et pour cause, notre dédale administratif français et tout ce qu'on vient d'entendre dans la table ronde précédente ne peut que le confirmer. C'est difficile pour les migrants qui arrivent, sans connaître la langue, sans rien. C'est vraiment une épreuve qu'on imagine mal, sauf quand on va faire la file à la préfecture pendant des heures pour les accompagner. Et c'est ça aussi le rôle de l'accompagnement. Il faut scolariser les enfants, il faut apprendre le français, etc., etc. Notre souci, c'est de faire avec eux et pas simplement pour eux. Et là, c'est une question d'attitude, de dignité, de respect de ceux que nous accueillons. C'est pas toujours facile, hein, parce que la tentation, c'est on accueille dans l'enthousiasme, alors on fait tout pour eux, on conduit les enfants à l'école, etc. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, eh ben ça va plus du tout. Mais c'est une expérience difficile qu'on fait maintenant dans certaines associations. Enfin, un troisième axe, il faut essayer de les autonomiser. Pour beaucoup, le retour au pays n'est pas envisageable. Pour des tas de raisons, je pourrais détailler aussi, hein, mais ne demandez pas à un Irakien de retourner en Irak pour l'instant. Les mentalités, c'est trop difficile. Ils ont trop souffert, c'est trop difficile. J'ai pris l'Irak, mais je pourrais prendre plein d'autres pays ou leur dire mais ils ont qu'à retourner chez eux. C'est vraiment une aberration. Alors, pour l'autonomisation, il faut plusieurs choses. Mais d'abord, parler français, pour essayer d'avoir un emploi. Nous organisons pour nos associations des cours de français langue étrangère. On organise aussi, on vient de le dire, avec le docteur Contamin, des réunions pour essayer de résoudre les traumatismes. Et puis plein d'autres services pour les associations. Enfin, il faut trouver du travail. Et vous savez la difficulté, tant qu'ils n'ont pas d'autorisation de séjour, pas de travail. Alors il y a une des voies que nous utilisons qui est par l'embauche, par régularisation par le travail, c'est-à-dire que si on trouve un employeur qui accepte de proposer un travail en contrat, en CDI, dans un secteur en tension, en clair le BTP et la restauration, pour faire un gros, on arrive à les faire régulariser. Mais ça suppose qu'on ait un rendez-vous à la préfecture, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous, et ça suppose un certain nombre de contraintes du genre, il faut que l'emploi déclaré à Pôle emploi soit bien sûr qu'il n'y ait pas de candidat, il faut attendre 4 semaines maintenant, et plein de contraintes de ce genre. Deux mots pour terminer. Je pense que l'avantage du système, c'est un accueil personnalisé. C'est-à-dire que les migrants sont accompagnés. Je parlais des démarches administratives tout à l'heure, mais il y a aussi par rapport à un employeur dans plein d'endroits. C'est un accueil qui est diffus géographiquement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur
des centres, des regroupements, mais on a 40% de nos familles qui accueillent, qui sont sur la métropole, en gros, 40% sur la grande banlieue, et puis il y a 20% quand même en secteur rural. L'avantage aussi, c'est l'articulation entre des petites associations et puis la CLAM. C'est-à-dire que les petites associations, eh ben, elles sont dynamiques, elles inventent, elles font plein de choses, mais de temps en temps, ben, elles ont besoin de la sécurité de l'association plus grande de la CLAM. Je vais passer la parole aux autres parce qu'on est déjà très en retard. Je conclue sur 2 termes. Je conclue sur la rencontre. Je crois que lorsque les migrants, c'est plus des statistiques ou des peurs plus ou moins attisées par ceux qui ont intérêt à le faire, que ça devient des rencontres au niveau d'une association et d'une famille de migrants, les choses sont changées. Et le deuxième mot, ça serait peut-être optimisme, parce que je crois fondamentalement à la capacité d'accueil des Français. Plusieurs expériences ont montré que lorsqu'on annonce que des migrants vont arriver dans une commune, les banderoles se soulèvent et non, et c'est non, et c'est non. Et si les autorités tiennent le coup, eh ben, au bout d'1 mois, 2 mois, les habitants de la commune locale amènent des gâteaux aux migrants. Enfin, on change la mentalité. Je crois que ça, sur le fond, je tiens cet exemple du directeur de l'OFPRA que j'avais entendu l'an dernier, qui disait lui aussi qu'il est fondamentalement optimiste là-dessus. Il reste que pour ça, il faut qu'on y mette les pouces, hein, ça ne va pas arriver tout seul, mais je crois qu'on peut contribuer à changer les mentalités. Voilà, je répondrai bien volontiers à vos questions, mais je suis heureux que vous m'ayez accueilli aujourd'hui. Oui, bonsoir. Et merci aux organisateurs du festival d'avoir convié SOS Méditerranée à cette table ronde. Merci à vous d'être présents également. Évoquer la question de l'accueil, c'est évidemment regarder ce qui se passe en France, mais c'est aussi regarder comment et dans quelles conditions arrivent les migrants dans notre pays, regarder les routes de migration, ce qui se passe aux frontières de l'Union européenne. Alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent les actions de SOS Méditerranée. Je vais les rappeler en quelques phrases et je vais surtout et plutôt évoquer la situation en Méditerranée centrale, c'est-à-dire plus précisément sur l'axe Libye-Italie, qui est l'axe le plus fréquenté par les migrants pour traverser la Méditerranée, qui est aussi le plus dangereux et le plus meurtrier. C'est d'ailleurs pas un hasard si effectivement SOS Méditerranée, depuis sa création en 2015, s'est fixé comme objectif de sauver des vies sur cet axe-là, donc entre la Libye et l'Italie, mais aussi s'est fixé également comme objectif d'assurer la protection de ces migrants, de ces rescapés, jusqu'à leur arrivée dans un port d'attache sûr, et puis également de témoigner sur ce qui se passe. C'est les 3 missions finalement de l'association, qui, je le rappelle, est présente en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Suisse. C'est une association qui est financée en quasi-totalité par des dons privés. Et c'est une association qui a comme outil, et jusqu'à présent, j'en reparlerai un petit peu à la fin, a comme outil un bateau qui s'appelle l'Aquarius, qui navigue depuis février 2016, date de sa première mission, qui depuis lors a sauvé 29 523 personnes, alors bon, presque 30 000, mais c'est vrai qu'on aime bien dire le chiffre exact pour montrer que ce n'est pas simplement un chiffre, c'est aussi des êtres humains derrière. Et puis, que dire de plus sur l'association ? Bon, je crois que ça suffit, en gros, vous connaissez à peu près, je pense tous, les actions que nous avons menées. Alors, ce qui est, à mon avis, peut-être plus intéressant à développer, c'est effectivement la problématique de ce qui se passe sur la Méditerranée centrale et dire que depuis février 2017, soit environ 1 an après les premières opérations de l'Aquarius, les conditions ont commencé vraiment à se dégrader avec
progressivement bien évidemment, mais aussi de manière très, très nette quand même. À tel point qu'aujourd'hui, je vais essayer de résumer la situation assez rapidement, parce qu'il y a plusieurs éléments évidemment qui entrent en compte. La première raison qui explique, pas dans un ordre je dirais d'importance, hein, mais en tout cas la première d'un point de vue chronologique, qui a amené à la dégradation de ces conditions, c'est que par une volonté politique d'externaliser finalement la question migratoire aux autorités libyennes, l'Europe a aidé à la création, à la formation d'un corps de garde-côtes libyen qui donc a été formé avec des financements européens, hein, très clairement. Bon, ça en soi, à la limite, pourquoi pas. Sauf que ces gardes-côtes libyens se sont vus aussi confier la responsabilité de la coordination des secours au large de la Libye. Là encore, pourquoi pas. Sauf que aussi, ce qui s'est passé petit à petit en 2017-2018, c'est que de multiples incidents se sont produits avec les gardes-côtes libyens, notamment parce que ceux-ci ont eu une volonté de plus en plus affirmée de ramener les migrants en Libye. C'est-à-dire les personnes qui étaient parties de Libye, on les récupérait en Méditerranée, on les ramenait en Libye. Il y a eu de nombreuses, l'Aquarius en a été témoin, hein, de nombreuses attaques finalement, hein, en tout cas interceptions de bateaux de migrants, donc qui ont été récupérés par les gardes-côtes libyens et ramenés en Libye. Et en septembre, il y a même eu un incident avec l'Aquarius, septembre de cette année, puisque ce dernier a refusé de livrer aux gardes-côtes libyens des rescapés qui étaient à bord de l'Aquarius. Alors pourquoi on refuse, et on a toujours refusé d'entrer dans cette logique-là, c'est tout simplement parce que tous les témoignages qu'on a recueillis sur l'Aquarius, mais aussi tous les témoignages des ONG hein, qui ont pu documenter ce qui se passe en Libye, montre que le sort qui est réservé aux migrants en Libye est absolument épouvantable et inhumain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra l'évoquer au travers des questions s'il y en a, mais très clairement, je veux dire, on sait très bien que c'est un véritable enfer que vivent les migrants en Libye. Donc on refuse de livrer les migrants aux gardes-côtes libyens. Ça, c'est la première raison, je vais dire, qui a détérioré les conditions du sauvetage en mer. La seconde, c'est à partir de juin 2018, la fermeture des ports italiens aux bateaux des ONG. Donc ça s'est traduit, vous en avez sans doute entendu parler parce que la presse en a fait écho, par le fait que l'Aquarius a dû aller débarquer 630 migrants à Valence en Espagne, soit à 1500 km de la zone de sauvetage, après une semaine de tergiversation et de navigation éprouvante. Et puis, très récemment, l'Italie est allée encore un petit peu plus loin, il y a une quinzaine de jours, puisqu'elle a demandé la mise sous séquestre du bateau. Et elle a déposé plainte contre MSF qui est notre partenaire hein, sur la partie médicale de l'opération. Tout ça parce que nous étions accusés de ne pas avoir observé les procédures sur le tri des déchets, notamment des déchets médicaux à bord, ce que évidemment et MSF et SOS Méditerranée contestent totalement. Donc ça, c'est la partie italienne, je dirais, de l'histoire, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Mais il y a également eu ensuite, au-delà des problèmes des gardes-côtes libyens, des problèmes de l'accès au port, il y a eu finalement une immobilisation totale de l'Aquarius à partir du mois d'octobre, puisque successivement, en août et en septembre, Gibraltar et le Panama nous ont retiré leur pavillon suite à des pressions italiennes, ça a été clairement dit par le Panama, hein, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Et donc l'Aquarius sans pavillon ne peut plus naviguer. Donc aujourd'hui, ça fait 2 mois que l'Aquarius est taqué à Marseille, à un moment où les flux migratoires sont certes peut-être un peu moindres qu'il a pu avoir lieu auparavant, mais où l'Office international des migrations évalue quand même à plus de 2100 le nombre de migrants morts en Méditerranée depuis le début de l'année, où on a atteint au mois d'octobre un taux de mortalité absolument effarant et jamais atteint, qui est chiffré à 1 sur 5 par le HCR. Hein, donc un migrant sur 5 ne s'en sort pas, quoi, en gros. Hein, c'est ça aujourd'hui. Pour donner un cadre de référence, on était en 2017 autour de 1 sur 38. Vous voyez ? Donc la situation s'est vraiment très fortement dégradée de ce point de vue-là. Et tout ça se fait dans un silence assourdissant. Hein, plus personne n'en parle, il n'y a plus personne pour témoigner de toute façon. Les ONG ne sont plus en Méditerranée, donc plus personne n'en parle.
Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle SOS Méditerranée a annoncé vendredi, c'est tout récent, que face aux attaques incessantes contre l'Aquarius et contre les équipes, que ce soit MSF ou les équipes de SOS Méditerranée, nous avions décidé de mettre un terme à l'affrètement de l'Aquarius. Alors en gros, parce que c'est vrai que ça a été présenté de manière parfois un petit peu elliptique dans la presse, il n'est pas question d'arrêter les opérations de SOS Méditerranée. Il est simplement question de dire, on est dans une situation où malgré tous les efforts qu'on a fait pour obtenir un nouveau pavillon, parce qu'évidemment, vous doutez bien qu'il y a eu et des mobilisations citoyennes et des appels au gouvernement européen pour obtenir un nouveau pavillon, suite au retrait de Gibraltar et de Panama, ceci sans succès depuis 2 mois. Face à cette situation, on ne peut pas rester les bras croisés. Il y a des gens qui continuent à mourir en mer et nous, on est à quai. Donc, ce qui a été décidé, c'est d'essayer de repartir de zéro, de dire, eh bien voilà, on laisse l'Aquarius. Peut-être représente-t-il un symbole trop fort qui fait qu'on n'arrive pas à retrouver un pavillon. Et on est en train d'examiner toutes les solutions qui nous permettront d'avoir un nouveau bateau, de disposer d'un nouveau bateau et d'un nouveau pavillon. Parce que l'objectif premier de SOS dans cette affaire, c'est bien de reprendre la mer le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, la situation est bloquée dans le cadre dans lequel nous sommes. Donc voilà la situation. Je voudrais ajouter juste une petite chose, que bien évidemment tout ça ne peut se faire qu'avec une mobilisation citoyenne forte. SOS Méditerranée est soutenu depuis le début par la société civile. Dans toutes les difficultés qu'on a eues et qui se sont accumulées, je dirais, là, depuis quelques mois, on est toujours soutenu par la société civile et c'est important. Je dirais que c'est même la seule chose qui permet à l'association de continuer. Sur Lyon, on vient de créer une antenne. Je représente cette antenne ici. Il y en a 14 en France aujourd'hui. Ça fait à peu près 400 bénévoles sur la France. Et donc l'antenne de Lyon a été créée il y a 1 mois et on va tous s'activer pour effectivement que les choses puissent redémarrer très vite et qu'il y ait de nouveau un bateau qui puisse témoigner et qui puisse surtout sauver les gens qui sont en train de traverser la Méditerranée. Voilà, je vous remercie. Je répondrai éventuellement aux questions s'il y en a besoin.